Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Camille Guillot, médecin conseil à la direction de la santé publique de la Montérégie, fait le point sur la situation des tiques et les méthodes de prévention. Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, revient sur les budgets alloués et les besoins prioritaires. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Georges Bergamachi pour présenter sa nouvelle exposition au Parc des 30 Arpents jusqu'au 5 octobre. TVR9 couvre la conférence de presse du ministre Jean-François Roberge sur son événement de course à pied annuel dans la région. Sylvie Blanchard, directrice générale de l'organisme L'Entraide Plus, dévoile le nouveau projet Encre-Âge pour les aînés. Éric Boulian, agent de police socio-communautaire de la Régie de police du Richelieu-Saint-Laurent, s'annonce comme nouveau chroniqueur à TVR9. Et finalement, nous avons un nouvel animateur, Jean-Philippe Gilbert, qui vous présentera les nouvelles de la semaine. Je m'appelle Marc-Antoine Hervé et bienvenue à cet épisode du Régional. Dans son bilan de la brève session parlementaire qui a suivi l'élection fédérale du 28 avril dernier, le député du Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval, s'est dit déçu de l'attitude du nouveau gouvernement Carney. Passant de la fin des subventions fédérales pour les véhicules électriques et les conséquences sur les concessionnaires, le député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, a aussi défendu les travailleurs de sa circonscription touchés par les tarifs américains passés à 50 %. C'est toutefois le projet de la loi C5 adopté sous bâillon qui passe le plus mal pour le député bloquiste. Cependant, il est fier que son parti ait réussi à faire adopter un sous-amendement crucial protégeant la loi sur les langues officielles, celle sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétences fédérales et la loi sur les Indiens. M. Barsalou-Duval a aussi déposé un projet de loi visant à remplacer le serment d'allégeance au roi d'Angleterre et le remplacer par un serment d'office semblable aux juges ou certains fonctionnaires de l'État. Il vise à aller dans le même sens que l'Assemblée nationale du Québec, qui a adopté un projet de loi en décembre 2022 qui n'obligeait plus les députés québécois à prêter serment au roi Charles III. Il soutient que les élus devraient faire un serment qui correspond plus à leurs valeurs, prétendant que le régime monarchique est dépassé et surtout onéreux, lui qui aurait coûté plus de 70 millions aux contribuables en 2023-2024. Avec l'ajournement des travaux à la Chambre des communes, c'était le moment pour l'Union des municipalités du Québec de rappeler que la question de l'itinérance est loin d'être réglée. Promis il y a plus d'un an, ce sont des fonds évalués à 1,3 milliard du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement qui sont toujours bloqués. Sans ces sommes, il est impossible de financer des infrastructures municipales telles les réseaux d'aqueducs et d'égouts nécessaires à la construction de nouveaux logements. Selon Guillaume Tremblay, président de l'UMQ, c'est présentement plus de 36 000 projets de logement qui ne peuvent être concrétisés. Face à la hausse préoccupante de l'itinérance, l'Union rappelle également au gouvernement que les dépenses fédérales à ce sujet, évaluées à 561 millions annuellement, demeurent insuffisantes pour améliorer la situation. Selon le directeur parlementaire du budget Yves Giroux, il faudrait augmenter ce chiffre à 3,5 milliards pour réduire l'itinérance de 50 % d'ici 2027-2028. De plus, une analyse du ministère de l'Emploi et du Développement social révèle que les provinces et les municipalités investiraient 13 $ pour chaque dollar versé par le gouvernement fédéral, ce qui démontre un déséquilibre majeur entre les différents paliers de gouvernement. L'UMQ compte bien profiter de l'été pour réitérer ses priorités au gouvernement fédéral de Mark Carney. Étant déjà actif auprès des petites et moyennes entreprises d'ici, l'organisme de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu aura encore plus de moyens pour le développement de ses compagnies locales. En effet, avec le dévoilement du plan PME 2025-2028 par le ministre délégué à l'économie Christopher Skeet et le ministre du Travail Jean Boulet, c'est près de 500 millions de dollars qui stimuleront la croissance et la productivité de ces entreprises. Ayant déjà accompagné plus de 300 entreprises dans leurs projets d'affaires depuis avril 2024, l'équipe de la MRCVR se servira du plus récent investissement gouvernemental de 22,6 millions pour structurer son réseau. Il comptera plus de 450 conseillers et conseillères qui offriront l'accompagnement et le financement adapté aux réalités locales de tous les entrepreneurs de la vallée du Richelieu. Selon Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la municipalité régionale du comté de la vallée du Richelieu, ces investissements sont la consécration du rôle essentiel des MRC
comme porte d'entrée naturelle à accompagner les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. Depuis plus de 20 ans, le mouvement Relais pour la vie est organisé dans près de 300 pays dans le monde pour lutter contre le cancer. Lors de ces événements, une marche symbolique est organisée autour d'une piste pour souligner la persévérance et la force nécessaire pour affronter cette terrible maladie. Chaque 3 minutes, un diagnostic de cancer est émis au Canada seulement. Le 7 juin dernier, l'événement Relais pour la vie était de passage à Chambly, au centre sportif Robert-Lebel. Cette édition a collecté une impressionnante somme de 105 000 $. Ce montant fait partie des 4 millions qui ont été amassés en 2025 à travers 17 communautés à travers le Québec. Vous pouvez donner en ligne au relaispourlavie.ca jusqu'au 31 août prochain. Toujours à Chambly, la Ville recevra prochainement non pas une, mais 2 fois le marché des artisans. L'achat local ayant été l'un des sujets les plus chauds lors de la dernière campagne électorale fédérale, c'est une occasion en or pour venir encourager l'économie locale. Que ce soit du textile, de la peinture, des jeux ou des costumes, venez apprécier les créations originales de nos artisans d'ici. L'événement sera en ville le 13 juillet et le 28 septembre prochain. C'est un rendez-vous au Parc des Ateliers de la Ville de Chambly. Premier arrivé, premier servi au stationnement gratuit adjacent au parc. On vous invite du même coup à venir à vélo. Des supports à bicyclette seront à votre disposition. Plus de manchettes à venir dans la suite de l'émission. De retour en studio avec Camille Guillot, qui est médecin conseil à la Direction de la santé publique Montérégie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici durant l'été pour nous parler d'une maladie qui concerne les gens de près lorsqu'on va dehors, la maladie de Lyme. Pouvez-vous nous expliquer si c'est en recrudescence cette année? Oui, absolument. C'est une problématique qu'on suit de proche à la Direction de santé publique dans mon équipe. Alors, c'est une maladie qui est sur le territoire de la Montérégie. Là, on a commencé à avoir de plus en plus de cas vers les années 2010. Et vraiment, là, depuis les dernières années, on voit quand même là, de nombreux cas, en fait. Cette année, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu l'année passée, d'ailleurs. Qu'est-ce qui influence le fait si on a plus de cas? Est-ce que c'est le nombre de tiques, la température? Oui, bien, en fait, c'est un peu une combinaison de ces deux facteurs-là. Alors, évidemment, ça nous prend des tiques. Les tiques en Montérégie, ça fait plusieurs années qu'elles sont établies sur le territoire. On les retrouve surtout dans des boisés où il y a des longues herbes, etc. Elles sont vraiment là pour rester. C'est sûr que ça monte de plus en plus vers le nord aussi, mais en Montérégie, ça fait un bout de temps qu'on les a. L'autre aspect, eh bien, il faut que la population soit en contact avec les tiques. On a de plus longs étés, il fait beau, il fait chaud, on va de plus en plus dehors, alors c'est sûr que là, on augmente le risque. Pour ça, à la maison qui n'ont jamais vu une tique, là, ça ressemble à quoi? Bien, la tique, en fait, c'est un peu dans la même famille que les araignées. Ça a 8 pattes. Une fois qu'on en voit, on reconnaît quand même assez facilement. C'est très flat quand même. Et justement, avec leurs 8 petites pattes, un peu comme une mythe. C'est quoi leur stratégie pour est-ce qu'ils sautent sur vous ou ils vous attendent? Comment ça fonctionne? On a souvent cette question-là. Est-ce que les tiques, ça saute? Non, ça ne vole pas non plus. En fait, ça reste un petit peu paresseux. Si on veut, ça se déplace pas beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a tendance à aller en hauteur sur les herbes et ça attend. Fait que ça va adopter une position là, pour être capable d'attraper un animal, un humain qui passe près d'elle. OK. Là, si on va dans la forêt, il y a une tique qui vient sur nous. Comment on s'en rend compte? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes suivantes? Très important, en fait, de savoir comment prévenir les piqûres de tiques. Les tiques, c'est tout petit, comme on avait dit. Alors, on n'a pas tendance à les sentir si facilement. Parfois, on peut les sentir se chatouiller, mais c'est rare. De plus, c'est que quand elle pique, elle a une petite substance qui fait en sorte qu'on ne la sent pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût. Une fois que ça nous pique, ça ne transmet pas tout de suite là, les maladies. Alors, c'est pour ça, à chaque fois qu'on revient d'une sortie à l'extérieur, l'étape la plus importante, c'est de bien s'inspecter le corps. Et si on voit une tique, bien, il faut l'enlever. En fait, des fois, elles sont petites, alors à l'œil, ça peut être difficile. Alors, on recommande vraiment de peu se toucher partout là, quand on revient dans la douche pour regarder justement si on peut sentir quelque chose d'un petit peu dur, inhabituel. OK. Si on ne voit pas la tique, mais qu'on peut avoir un point, comment on fait pour remarquer si c'est une piqûre de tique ou un autre insecte?
Ben, les tiques, c'est assez. Dans le sens que ça reste, tu sais, un moustique, un autre insecte, ça a tendance à piquer, ça s'en va. Les tiques, ça reste vraiment accroché et ça pendant plusieurs jours. Alors, à l'œil, une fois que on peut quand même voir la forme. C'est sûr, dans les régions, par exemple, en arrière du cou, malheureusement, on ne peut pas tourner les yeux de ce côté-là. Alors, on demande justement peut-être à un ami, conjoint, membre de la famille de regarder pour nous. Puis, si la tique n'est pas là, ma question, est-ce que ça a une forme spéciale, une piqûre de tique? Ça dépend. Alors, en général, on peut ne pas la voir. Si elle l'a piqué et est partie, ça peut passer inaperçu. Il peut avoir, sinon, une petite réaction, un peu comme quand on a une piqûre de tique. Maintenant, si la tique est infectée par la bactérie qui cause la maladie de Lyme, là, on peut avoir une lésion en cible qu'on appelle. C'est ça. Exactement. Donc, comme on va vous montrer à l'écran, ça ressemble un peu à une cible avec des cercles. Exact. Ça peut, par contre, ça c'est la forme classique, mais ça vient en différentes, c'est ça, il peut y avoir différentes morphologies, différentes, c'est ça, des fois ça peut être un cylindre, par exemple. Alors c'est pour ça, pendant l'été, on recommande vraiment de rester à l'affût. Si souvent, souvent c'est plus que 5 cm. Dans des zones un petit peu étranges, les tiques cherchent les régions chaudes. Alors c'est ça, on reste à l'affût. Si on n'est pas sûr, on va consulter. Qui on va consulter? Qu'est-ce qu'on fait si on soupçonne avoir été victime d'une piqûre de tique? Oui, bien, numéro 1, qu'est-ce qu'on recommande le mieux? C'est justement, les tiques qui restent quand même accrochés plusieurs jours. Alors, si on fait une inspection attentive, on devrait être capable de le voir quand même là, avant que même la bactérie qui cause la maladie de Lyme soit acquise là, par l'individu. Alors, numéro 1, on essaie de voir s'il y a une tique. Si jamais il y a une tique, puis on pense qu'elle a été accrochée pendant un certain moment, on peut aller voir notre pharmacien. Le pharmacien a, dans le fond, qu'est-ce qu'on appelle une ordonnance collective qui lui permet de prescrire une dose d'antibiotiques pour prévenir là, que la bactérie de la maladie de Lyme s'installe chez la personne. Ça règle le problème. Si jamais ça l'a passé inaperçu, ça peut arriver des fois, dépendamment c'est où sur le corps, mais là, on peut justement aller consulter un médecin de famille, une infirmière praticienne. Si on n'en a pas, on invite vraiment d'appeler le 811 là, qui vont pouvoir nous rediriger. Il y a eu combien de personnes qui ont eu des piqûres comme ça dans la région? Est-ce que vous avez les chiffres? Pour les piqûres, on n'a pas les chiffres parce que probablement, c'est pas tout le monde, par exemple, qui vont consulter, c'est pas tout, une fois qu'ils vont à la pharmacie, on n'a pas manière de les suivre. Nous, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est toutes les déclarations de médecins ou les résultats de laboratoire où on a eu un diagnostic de maladie de Lyme. Là, on parle de l'année passée. C'est un long exercice, en fait. On fait beaucoup de validations. Les chiffres sont sortis pour 2024 et on se situe environ à 215 là, cas de maladie de Lyme de l'année passée. Quand même. Et puis là, si on a la maladie, est-ce qu'il existe un traitement? Absolument. C'est une maladie causée par une bactérie, comme on a mentionné. Alors, c'est vraiment un traitement antibiotique qui est démontré efficace. Alors, ça peut varier en durée selon la présentation clinique, mais si on attrape de bonne heure et on reçoit le traitement, on n'anticipe pas là, d'avoir des séquelles. OK. On va terminer avec le volet prévention. OK? Là, on veut quand même aller dehors, même s'il y a ces bestioles-là qui peuvent nous attendre. Comment on fait pour éviter qu'ils nous sautent dessus? Oui, très bonne question. Et comme vous dites, là, très important de profiter de l'extérieur pour plein de bienfaits. Pour prévenir, alors, premièrement, il y a tout ce qui peut être fait avant d'aller dehors. Alors, souvent, on va mettre des vêtements longs, chaussures par-dessus. Ça limite un peu où les tiques peuvent aller. Ça, pas à 0%, mais on veut essayer ça. Il y a aussi le chasse-moustique, ça l'éloigne. Après ça, quand on revient à la maison, surtout quand on a joué dans les feuilles, par exemple, on veut faire une bonne inspection. Et après, c'est à la maison aussi regarder, en fait, pour réduire là, les endroits où peuvent être les tiques. Alors, par exemple, les feuilles mortes, tous les milieux humides. Alors, essayer d'entretenir un peu notre terrain, toujours en faisant attention là, de ne pas se faire piquer pendant ces activités. Puis on invite les gens, s'ils ont des questions supplémentaires, à visiter le site québec.ca/maladie de Lyme. Camille Guillot, je rappelle, vous êtes médecin à conseil de la direction de la santé publique de la Montérégie. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un bon été en santé et en sécurité avec
le reste de la région. Merci beaucoup. On s'entretient maintenant avec Carl Veilleux, qui est président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Bonjour, M. Veilleux. Bonjour, M. Hervé. Pour débuter, c'est quoi une ressource d'hébergement, une ressource intermédiaire d'hébergement? Donc, une ressource intermédiaire, c'est un milieu de vie qui héberge une clientèle vulnérable. En fait, on a 3 types de clientèle là, qui sont typiquement hébergées. C'est les personnes âgées, on a des personnes avec des déficiences intellectuelles et une clientèle aux prises avec des enjeux de santé mentale. Donc, il faut comprendre que les gens qui sont hébergés en ressources intermédiaires, c'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement sur une base quotidienne. Donc, ils sont entourés d'une équipe qui vient les supporter dans leurs activités là, de tous les jours, que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit au niveau de l'alimentation, la prise de médicaments, au niveau des loisirs aussi. Donc, on s'assure que ces gens vulnérables-là vivent dans un milieu de qualité puis ont des bonnes habitudes de vie. Voilà. Parce que quand ces personnes-là sont hébergées de cette façon-là, ils ont une bonne qualité de vie, on s'occupe d'eux, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. En fait, je pense que ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Les ressources intermédiaires occupent une grande place au Québec. En fait, c'est très peu connu, là, mais il y a plus de 1200 ressources intermédiaires au Québec qui hébergent plus de 20 000 personnes vulnérables. Un des gros enjeux qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'a pas suffisamment de place en ressources intermédiaires pour répondre aux besoins des Québécois actuellement. Parce qu'on a recensé, là, en faisant des demandes d'accès à la formation à travers tous les établissements du Québec, qu'il y a présentement 5 000 personnes qui sont en attente d'une place en ressources intermédiaires, ce qui est quand même beaucoup. Puis tout ça se mêle à un contexte où on en parle beaucoup, là, mais la démographie québécoise, la population vieillit. Alors, les besoins pour ce type de service-là vont croître année après année pour les prochaines années. Là, on regarde jusqu'en 2040. Là, puis en 2040, on s'attend à ce que la population des 85 ans et plus ait doublé. Puis les 85 ans et plus, pardon, c'est vraiment la portion de la population qui a besoin de plus de services du type de ressources intermédiaires. Parce que c'est le problème, on le voit venir, on sait qu'il existe, mais est-ce qu'on prend des mesures concrètes pour essayer de prévoir les conséquences à ce niveau-là? C'est beaucoup discuté. Malheureusement, je dois vous dire que c'est un peu difficile d'avoir une planification claire de la part du ministère. Nous, on le demande, ça fait plusieurs années, et on insiste sur le fait que ça nous prend une planification des besoins par clientèle et par région. Parce que c'est une problématique qui déferle tranquillement sur tout le Québec. Donc, nous demandons une planification des besoins de façon à ce que le réseau puisse s'organiser puis développer les places qui sont nécessaires à bien desservir les besoins des Québécois. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions? Parce que là, on s'entend, on est dans la construction d'immeubles. Hein? On veut construire des logements. Y a-t-il d'autres moyens pour aider ces personnes-là? Je pense principalement aux soins à domicile. En fait, le soin à domicile, c'est un incontournable. Je pense que le Québec est en mesure d'en faire plus. C'est la première étape. Hein, quand on a un aîné, on pourrait penser à votre grand-mère, par exemple, qui tranquillement perd un petit peu son autonomie, d'avoir quelqu'un qui vient sur une base, au début, ça peut être sur une base hebdomadaire, peut-être donner un coup de main au niveau du bain ou de la douche, après ça, sur une base peut-être quotidienne à certains moments. Ça, c'est le genre de choses qui permettent de maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible. Donc ça, c'est super important, il faut bien le faire. Mais inévitablement, dans l'alourdissement puis dans le processus de vieillissement et de la maladie, il va arriver à un moment donné où la personne, dépendamment de son entourage, dépendamment de ses ressources, pourra peut-être plus vivre seule, puis on va devoir envisager une forme d'hébergement. Puis la ressource intermédiaire arrive exactement à ce moment-là. Donc, on accompagne cette personne âgée-là jusqu'à ce que son niveau de santé se détériore, puis qu'elle ait besoin peut-être de soins un peu plus continus, comme pour aller en CHSLD, par exemple. Mais la ressource intermédiaire, on peut se rendre pratiquement jusqu'en fin de vie là, si la personne, son état se maintient. Là. Ce que vous me parlez, ça a l'air tellement important. Moi, je ne comprends pas comment il y a encore des gens qui n'ont pas accès à ça. Puis surtout, si on voit le problème arriver dans longtemps, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui bouge, puis on fait un plan, puis que là, finalement, il n'y a rien qui se construit?
Vous soulevez des questions, mais malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses. En fait, à travers notre association, là, on fait de multiples représentations pour que la situation s'améliore, pour qu'il y ait une planification qui soit faite. On a également besoin, puis là, je vais vous parler du mode, en fait, tout ce qui est les ressources intermédiaires sont gérées à travers une entente nationale. Okay, puis là, il se trouve qu'on débute une négociation de notre entente. Là, ça fait 5 ans, puis là, bon, ben, l'entente arrive à terme, puis on va discuter des termes. Mais un des points, en fait, deux grands points importants. Premièrement, ben, les coûts d'opération qui ont beaucoup augmenté. Ce qui fait que financièrement, c'est de plus en plus difficile pour les ressources intermédiaires d'opérer. Un alourdissement de la clientèle, parce qu'il n'y a pas de place en CHSLD. Donc, les gens qui sont en ressources intermédiaires et qui devraient transférer vers un CHSLD sont maintenus là de plus en plus longtemps avec avec des besoins qui sont de plus en plus grands, puis ça devient difficile pour les ressources intermédiaires d'y répondre. Puis le troisième élément, c'est que pour développer une ressource intermédiaire, les paramètres financiers sont normés. En ce moment, le ministère finance un coût de construction à 212 000 la porte environ, alors qu'un coût réaliste de construction d'une ressource intermédiaire, on l'estime à 320 000. Ce qui est un excellent prix. Là. Si on regarde que les maisons des aînés, on est à 800 000, 900 000, 1 million de la porte. On fait des ressources intermédiaires pour un coût qui est beaucoup, beaucoup moindre. Mais en ce moment, comme les paramètres financiers sont en fort décalage avec la réalité du marché, il n'y a aucune ressource intermédiaire, il n'y a pratiquement pas de ressources intermédiaires qui se construisent dans le moment. Depuis 2017, je pense, là, entre 2019 et 2023, là, 61 des appels d'offres ont été annulés, faute d'un financement adéquat. Parce que je vous écoute, puis ça a vraiment l'air d'un problème avec de multiples variables. C'est un enjeu qui est complexe, il y a beaucoup de choses à penser. Rapidement, M. Veilleux, on n'est pas la seule nation qui va avoir un problème de vieillissement dans le futur. Est-ce qu'on peut trouver des parties de solutions dans d'autres pays? Là, je pense par exemple au Japon, où les gens vivent aussi très longtemps. Bien, c'est sûr qu'il y a moyen de s'inspirer. On le fait beaucoup. On va voir ce qui se fait ailleurs. Une des particularités du Québec, c'est qu'on a un système très centralisé où le ministère de la Santé donne des services, puis en donne en partenariat avec des promoteurs privés, comme pour ceux de l'ARIC, entre autres. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là à travailler davantage. Il faut vraiment que tous les partenaires travaillent dans le même sens, en collaboration. Puis, je dirais, au Québec, on s'en fâche beaucoup dans le débat public versus privé, à savoir est-ce que ça devrait être, les services devraient être au public, est-ce qu'on devrait en donner au privé. Mais la crise devant laquelle on est nécessite la contribution de tous les acteurs. Là. Il faut mettre de côté les débats idéologiques, là, puis je disais, écoutez, on a une problématique qui est immense. Il faut qu'on s'assoie tout le monde ensemble puis qu'on collabore de façon efficace, de façon à développer les services. Puis je vous assure, au sein des ressources intermédiaires, il y a une armée de propriétaires gestionnaires motivés qui sont là pour les bonnes raisons, qui aiment leur clientèle puis qui veulent en faire plus. Tout ce qu'on demande au ministère, c'est de vraiment enlever des verrous, là, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves. Pendant la pandémie, là, les ressources intermédiaires ont été encensées sur la gestion de proximité puis leur réactivité face à ce qu'on vivait au Québec. Carl Veilleux, je rappelle, vous êtes président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Je souhaite de continuer votre travail comme ça, de faire en sorte qu'il y ait de la communication puis qu'on puisse régler ce problème-là et surtout prévoir les besoins qui arrivent dans le futur. Merci à vous, M. Hervé. Bonne journée. Nous sommes à Belleuil pour une belle initiative citoyenne avec l'artiste Bergane. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir ici en pleine nature. C'est surtout que c'est un endroit que vous avez choisi de prédilection pour exposer vos œuvres, dont une qu'on peut apercevoir ici. Oui, c'est une petite place qui se trouve en arrière de la maison Villebon. C'est une place, c'est pas très long comme promenade, à peu près 10 minutes. Et on est situé dans une zone inondable. Oui, c'est ce qui rend tout le charme de cet endroit-là pour exposer vos œuvres, parce que vous expliquiez un peu plus tôt que l'hiver, le décor hivernal et le décor estival est tout à fait différent. Tout à fait, ça vient triste, mais une tristesse quand même où on s'habitue, puis on trouve quand même une beauté dans cette tristesse-là. Et vos œuvres viennent ajouter un atout intéressant. Vous avez fait combien d'œuvres ici? Vous avez créé combien d'œuvres pour le parcours ici? À peu près une quinzaine.
avec des matériaux trouvés sur place, il n'y en a pas beaucoup, puis quelques matériaux qui viennent d'ailleurs, comme par exemple les boules qui sont en l'air, qui imitent un petit peu les nids d'écureuils, parce qu'on est dans un endroit où c'est beaucoup peuplé d'écureuils. Là, ils sont cachés, il y a trop de monde, mais c'est quand même intéressant de les voir. Et comment vous êtes venu à créer ce projet-là ici et à le développer? Ben, c'est au cours de mes promenades, comme je vous disais tantôt. Je peux venir ici 2-3 fois par jour. C'est pas très long comme promenade. Alors, je n'ai jamais fait ce style d'art grandiose. Moi, j'ai l'habitude de travailler sur une table de 4 par 2, tu sais. Puis là, tu arrives dans un espace où il faut meubler l'espace. Mon premier défi, c'était justement de meubler tout l'espace. Au début, j'étais très restreint. J'avais tendance à tout mettre dans le même coin. Hop. Et puis, après, je dis non, il faut occuper tout l'espace. Ça, c'était un défi, puis c'est devenu très intéressant. Et vous invitez les citoyens à venir visiter vos œuvres jusqu'à quand exactement cette année? Bon, ben là, c'est ouvert jusqu'au 5 octobre. Mais j'espère qu'il va en rester quelques-unes quand même, parce que dans les parcs de la ville, il y a beaucoup de vandalisme. Ça, c'est un fléau. Et malheureusement, mon chanteur a été victime 3 fois de vandalisme. Il a arraché les yeux, le nez, les cheveux. Ça pouvait être décourageant. À un moment donné, je me suis dit, ben, je vais arrêter. Puis après, j'ai dit, non, on reprend. Parce que le vandalisme est toujours un enjeu, étant donné qu'on est dans un lieu extérieur, puis c'est un peu caché aussi. On n'est pas loin de la 116, mais quand même, on ne dirait pas qu'on est loin d'un grand axe routier comme ça. Tout à fait. C'est quand même très isolé, malgré que c'est au centre-ville. Oui. Et les gens, lorsqu'ils viennent visiter vos œuvres jusqu'au 5 octobre, on peut leur suggérer de vraiment porter attention à tous les détails, parce qu'il y en a autant, comme vous dites, sur le territoire, des deux côtés du passage. Oui, si on marche sur le trottoir là, qu'on voit là, il faut regarder en l'air parce qu'il y a des installations aériennes, si on veut, qui sont très hautes. Justement, à cause du vandalisme, je les ai fait monter dans les airs, si on veut dire. Hein. Est-ce que vous pensez que les œuvres vont être un peu éphémères dans le temps, étant donné que ça revient un peu à du land art qu'on appelle? Oui. Il y a aussi, j'ai une date pour les enlever, pour que je les enlève le 5 octobre. Je ne peux pas les laisser. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de ce parc-là. Si vous faites des images tantôt, je vais vous montrer que tout a été récupéré ici. Allez-vous ramener votre grand ami, votre nouvel ami chez vous, à tout le moins? Ah, lui, il a pris racine. Je ne peux pas l'emmener chez moi, malheureusement. Il a pris racine. Il est là pour des millénaires, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Eh bien, on vous laisse accueillir vos invités pour l'inauguration de votre parcours. Félicitations encore pour ces belles œuvres. Bien, je vous remercie et je remercie tous ceux qui m'ont encouragé à faire ce projet. Merci beaucoup. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La course a vraiment 2 missions. D'abord, rendre l'activité physique facile et accessible. La course ici, c'est le 5 km, mais on a aussi le 1 km course, le 1 km marche. Donc, tout le monde peut participer à une ou l'autre des épreuves. Je ne sais même pas si le mot épreuve est bien choisi, mais à un ou l'autre des parcours. Mais ensuite, il y a l'autre volet qui est de
redistribuer des fonds. Puis à chaque année, il y a quand même une somme importante, plusieurs milliers de dollars qui viennent des autres députés qui, à chaque année, parce que je passe le chapeau, j'envoie une communication aux 124 autres députés et il y a toujours une réponse assez forte. Puis des députés de l'opposition aussi qui collaborent, mais c'est très bien. Puis c'est comme ça qu'on travaille. Là. C'est une espèce de tous pour un pour le sport à Chambly. Merci à tous les partenaires d'être là. C'est super le fun de vous voir. Évidemment, Chambly, c'est ma ville que j'ai choisie depuis plus de 12 ans pour venir vivre ici avec mes 3 enfants puis ma famille. Puis j'adore Chambly. Je mange Chambly. J'aime ça. C'est beau, ça sent bon. Il y a des parcs, il y a des pistes cyclables. C'est le fun. Cette course-là est super importante parce qu'elle est ouverte pour tout le monde. Puis ça, ça me tient à cœur parce qu'on en parle de plus en plus. Mais la santé mentale, c'est des enjeux qu'on a au Québec qu'il faut qu'on règle. Et faire du sport, ça fait du bien. Ça fait qu'on est de bonne humeur, ça fait qu'on est heureux, fait que participer à grand nombre. Puis en plus, c'est pour redonner à plein d'affaires le fun qui, eux, s'occupent des jeunes puis les font bouger. Et ça, c'est important. Fait que bravo pour cette belle initiative-là. Merci. Il y a plus de... C'est la 10e édition, j'en reviens pas. Ça nous rajeunit pas. Donc, je fête mes 50 ans l'année prochaine. Jean-François fête ses 63. Mais, 50... En tout cas, oui. Mais on est bien content de participer. Ça nous fait du bien. Puis, participer en grand nombre, puis ça va être écœurant. Ça va être super le fun. Merci à tous. Passez une belle journée. Donc, cette année, c'est la 10e édition de la course des députés. Ce sera cette année, le 14 septembre, ici à Chambly. 10 fois, pourquoi? Mais parce que dès la première année, lors de mon élection, en 2014, j'ai participé à une course organisée par Trifort ici à Chambly. Je trouvais ça extraordinaire. Puis, je voyais tous les organismes du comté qui travaillaient fort pour les Chambliens. Je me suis dit, je peux participer à leur activité, mais est-ce que moi, je peux en créer une, aller un petit peu plus loin, prendre l'initiative? C'est là qu'est née l'idée de m'associer à Trifort, parce que c'est eux qui ont l'expérience, pour créer la course du député. Depuis le début, c'est très, très abordable. C'est 20 $ par personne, 50 pour une famille entière et 100 % des frais d'inscription, j'insiste, 100 % sont remis à des organismes du comté. Dans ce cas-ci, ça va être à des clubs sportifs, donc des jeunes qui jouent au soccer, qui font de la gymnastique, qui jouent au hockey, ringuette, baseball, etc., vont pouvoir bénéficier des fonds ramassés pour diminuer leurs frais d'inscription ou leur permettre de participer à des tournois. Depuis le début, on a ramassé 83 000 $. J'espère cette année atteindre le 100 000 $. Ce serait vraiment exceptionnel, remis dans la communauté. Je pense qu'on est ici à Chambly avec la course députée parmi les exemplaires au Québec. Donc, pour vous inscrire à la course du 14 septembre, coursejfr.com. On se revoit ici à Chambly en septembre. Bonjour, nous nous trouvons à l'Entraide Plus, qui vient de recevoir sa subvention fédérale pour soutenir les aînés de la région. Je me trouve avec Mme Sylvie Blanchard, la directrice générale de l'Entraide Plus, et Marie-André Robin, qui se trouve à être la directrice des opérations de ce projet-là. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. TV9 a suivi avec vous, Mme Blanchard, le déroulement de cette saga. C'était vraiment une saga. Parce que 3 mois après avoir déposé le projet, moi, j'ai commencé à faire les suivis, à savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on était supposé recevoir une réponse dans les 3 mois suivants et par la suite recevoir la subvention s'il était accepté pour débuter le projet en 2023, qui nous donnait 3 ans pour effectuer le dit projet, qui sont des menus travaux à domicile pour les personnes âgées, afin qu'ils demeurent chez eux en toute sécurité. Ça achoppait au niveau du provincial. Là, je ne comprenais pas parce que moi, c'est au niveau fédéral que j'avais déposé le projet. Et j'ai fini par comprendre 1 an et demi plus tard qu'il s'agissait que le fédéral s'était ingéré dans les compétences provinciales, ce qui faisait en sorte que le provincial disait « Non, 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 vous ne pouvez pas aller là. » Et là, je me dis « Mais oui, mais OK, mais... c'est pas de mes affaires, moi. Vous comprenez? Moi, je m'occupe des aînés. Moi, je veux que les aînés soient en sécurité chez eux. L'important pour moi, c'était de les desservir. Et c'est ça, de fil en aiguille, on a fini par recevoir une réponse positive. Quelque part en décembre, oui, c'est ça, le 19-20 décembre. Juste avant la fermeture de Noël. Comme quoi que le projet avait finalement été accepté avec l'aide de M. Jean-François Roberge de son côté et Sonia Bélanger
et le bureau de M. François Blanchet et le bureau de M. McKinnon au fédéral. En tout cas, ça s'est tout parlé, cette gang-là, pour que la reddition de comptes soit plus juste pour les Québécois. À l'origine, il s'agissait d'une enveloppe de près de 700 000 je crois, qui vous permettait d'offrir ces services-là sur 3 ans. Oui. Oui. Maintenant, là, vous avez... Ça a finalement débloqué, mais le montant qui vous a été accordé, qui est de 568 224, c'est valable que pour une période d'1 an. Oui. Ça fait 39 ans que vous offrez des services, puis que vous avez identifié les besoins des personnes âgées. Les personnes âgées veulent demeurer chez elles, mais elles sont de moins en moins capables de faire certains travaux. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, moi j'ai assisté, tu n'étais pas encore là à ce moment-là, mais en 2021, 2022, à des tables de concertation et le résultat d'une grande recherche qui avait été faite concernant les aînés. Ça disait, entre autres, que les aînés veulent demeurer chez eux en sécurité. Et ce qui arrivait, c'est qu'ils ne peuvent pas demeurer chez eux parce qu'ils ont des limitations. À un moment donné, on ne peut plus lever les bras. Juste changer une lumière devient difficile. Tu ne peux pas monter sur un petit banc. À un moment donné, on perd un peu l'équilibre. On est plus distrait. Donc, il y a des choses qu'ils ne pouvaient plus faire, donc ils se sentaient forcés de sortir de chez eux. Ils se disaient, ce qui nous aiderait énormément, ce serait qu'on puisse avoir des menus travaux, que quelqu'un vienne juste enlever la branche d'arbre qui m'empêche de passer dans mon entrée, qui vienne juste changer les lumières de ma cuisine parce que là, je ne peux plus monter sur la table, ou simplement une barre d'appui, la solidifier. Alors, on s'est dit, OK, il y a eu un appel à projet, puis on s'est dit, on y va. De toute façon, on le fait déjà depuis 39 ans, d'aider les aînés à domicile, avec les proches aidants, avec les aînés. On s'occupait des proches aidants et des aidants naturels, comme ils appelaient à l'époque, avant même que ce soit sexy de dire ça. Et nous, on s'en occupait déjà. On voyait les besoins qui grandissaient d'année en année, parce que la population est vieillissante. Et on s'est dit, c'est tout à fait naturel pour nous d'aller vers cette offre de services-là qui est essentielle pour la région. Alors, c'est là qu'on a déposé le projet. Puis on s'est dit, menu travaux. Puis Marie-André va recruter plusieurs bénévoles. T'en as déjà pas mal, hein, parce nous, ce qu'on a signé finalement, là, à partir du 10 mars de cette année, on a signé. Donc, à partir du 10 mars, on a pu commencer tranquillement, sans l'annoncer, à aller à domicile et se roder un peu. Et là, on fait l'annonce officielle aujourd'hui parce que là, on ouvre les portes. Nous, on va desservir le territoire de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. C'est un grand territoire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille en collaboration avec le Centre de recherche en gérontologie du Cégep de Drummondville, avec M. Jean-Claude Coallier. Et eux, ils vont nous aider à trouver des pistes de solutions pour rendre ça périn. Parce qu'on ne peut pas lancer un projet pendant 1 an, parce qu'on a seulement 1 an pour le faire, pas le rentabiliser, mais le pérenniser. Et ce sont des services gratuits qu'on offre là. Donc, on doit pérenniser ce service-là, donc on doit trouver des pistes de solutions. C'est comme si là, maintenant, on peut signer qu'on le fait. Parce qu'avant ça, on le faisait pour s'entraider. On s'appelle l'entraide plus. Ah, écoute, moi, oui, je vais y aller. Oui, je vais te serrer ta vis. Je vais envoyer telle personne, il est bon là-dedans. Tu sais, vraiment très en douceur. Même moi, j'allais gênement, puis je changeais sa lumière. Parce que la dernière fois qu'elle a changé sa lumière de plafond, j'ai dit, tu fais plus jamais ça. Elle restait prise à la table pendant une demi-heure à 4 pattes. Puis comme... Alors, ça, c'est un fait réel, là. Donc, on le faisait un peu. Là, on va le faire vraiment beaucoup et on peut s'annoncer pour le faire parce que maintenant, on a les assurances qui couvrent, il y a toute une structure derrière ça. Marie-André peut vous en parler parce que tu as installé une bonne structure, là. Justement, ce financement-là vous a permis d'embaucher aussi un personnel, dont vous, qui allait mettre en place, en fait, les services. Vous pouvez nous expliquer brièvement là, les genres de menus services auxquels la population peut maintenant s'attendre de recevoir?
Bien, dans les menus de travaux, on y va comme dans la sécurité, autant pour les bénévoles qu'autant pour les demandeurs. On parle de vraiment des travaux légers qui se font dans une durée d'1 heure, 2 heures maximum. On peut parler de, oui, changer les lumières. Le côté motricité aussi, sortir la hausse, le barbecue, nettoyer le barbecue. On peut aussi y aller installer un miroir, des tablettes. Vraiment, les menus de travaux vont viser vraiment à aider dans une optique léger sans aller travailler dans les corps de métier. Fait que quand on voit, exemple, on va changer la lumière, puis les bénévoles disent « Oh, je ne mets pas mes mains là-dedans parce que c'est dangereux », dans ce projet-là, je peux me permettre de dire « Parfait, on va faire venir un électricien et je vais communiquer un électricien et on est capable d'aider de ce volet-là. » Fait que oui, on fait dans une structure d'aider, d'entraider, mais on ne va pas travailler dans les corps de métier. On n'ira pas changer une plomberie, on n'ira pas aller travailler puis faire la pelouse des terrains. On se ramène vraiment à donner un coup de main, d'aider, puis de garder aussi l'espace sécuritaire autant pour les deux côtés. Ça, c'est notre priorité. Là. On ne peut pas garder ce 568 224 $ sur une période de 3 ans. Il doit être dépensé dans l'année. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Et j'ai beau en parler, hein, on a beau en parler au gouvernement, il y a un dialogue de sourds là, ici. Là, parce que nous sommes un organisme communautaire. Nous, là, avec un montant comme ça, là, pas on roulerait ça pendant 3, 4, 5 ans si on voulait. On ne peut pas. Et c'est ça, la difficulté. Et ça, les gens ont de la difficulté à comprendre ça. Donc, on doit vraiment le dépenser. Donc, on va le dépenser, mais on aimerait tellement le dépenser à meilleur escient que ça. Là, ça serait vraiment pour nous un cadeau de pouvoir le rallonger de 2 ans, le projet, s'il vous plaît, parce que ça nous aiderait à le pérenniser par la suite. Mais au moment où on se parle, vous avez fait un peu de promotion à l'interne dans votre réseau pour informer les citoyens de l'existence de ce projet-là. Là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez... On ouvre les vannes. Une plus grande part. Donc, il risque d'y avoir affluence. Vous comprendrez donc l'importance pour l'Entraide Plus d'obtenir des bénévoles, de recruter des bénévoles pour venir offrir ces services-là. Alors, je vous souhaite bonne chance dans ces travaux-là, dans ce projet-là, puis j'espère que vous allez pouvoir assurer la pérennité parce que nos personnes âgées ont besoin de ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Vraiment apprécié. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre nouveau chroniqueur, Éric Bouliane de la police socio-communautaire. Comment ça va, Éric? Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici. Surtout très content que tu viennes nous retrouver pour nous parler, on l'espère, dans les prochaines émissions, de plusieurs sujets qui fascinent les gens au niveau des policiers. Ah, bien, ça va me faire plaisir. Je vais essayer d'alimenter l'émission avec toutes mes connaissances. Ça devrait être très, très agréable. On va commencer par un peu présenter ton parcours. Toi, à la base, qu'est-ce qui t'a amené vers la police? Bien, lorsqu'on est jeune, on veut tous et toutes être policiers ou policières. Hein? C'est de quoi qui nous fascine. Puis moi, j'avais des facilités à l'école. J'avais des très grosses notes, autrement dit. Puis à un moment donné, le parcours de policier ne m'était jamais venu. Je voulais être dentiste. Fait que j'ai fait mes sciences. Puis à un moment donné, je suis arrivé à la croisée des chemins. Je dis, dentiste, je ne suis pas certain quel métier je ferais bien dans la vie, quelle orientation je pourrais donner. Puis j'avais aucun membre de ma famille. Mes parents n'étaient pas dans le monde policier. J'avais pas de mon oncle, pas de ma tante. J'avais rien. Puis je jouais au hockey à l'époque, puis j'ai dit « Ah, je vais essayer de jumeler le hockey avec une formation. » Puis j'ai dit « Ah, policier, ça a l'air bien, ça. » J'ai toujours voulu aider les gens, puis comme je vous mentionnais tout à l'heure, ça vient beaucoup de nos familles, la façon dont on a été élevés, la façon... Ouais, qu'est-ce qui fait un bon policier? Moi, je dirais à la base, tes valeurs familiales font que tu vas avoir les outils pour
manœuvrer ou dealer, excusez-moi l'anglicisme, dealer avec cette souffrance-là, cette vulnérabilité-là au niveau de la société. Le pouvoir aussi? Oui, le pouvoir, c'est pas tout le monde qui le gère de la même façon, mais le pouvoir ou le fait d'avoir tout ce pouvoir-là au niveau de la société, c'est de l'utiliser à bon escient vraiment pour... puis moi, j'étais rentré peut-être idéaliste un peu, vraiment pour aider les gens. Puis je me rends compte que 32 ans après, ben, je vais avoir réussi ma mission, vraiment d'aider les gens dans toutes les sphères des appels qu'on peut recevoir lorsqu'on est policier. Puis la police a tellement évolué. Ouais. Si je fais un rappel, si je fais un retour en arrière, v'là une trentaine d'années, des appels en santé mentale, c'était 1 sur 10, 2 sur 10. Aujourd'hui, la complexité des appels, les problèmes de santé mentale, les policiers et policières sont confrontés, je vous dirais, à 8 sur 10 des appels en santé mentale avec des vulnérabilités multifactorielles. Séparation difficile, problèmes de santé mentale, toxicomanie, gestion de la colère. Puis des fois, tu rentres dans cet univers-là, puis ça fait des mix qui sont vraiment explosifs. Fait que si tu n'as pas les outils pour dealer avec ça, c'est facile, même en tant qu'intervenant, de basculer puis d'avoir besoin de support là, pour gérer toutes ces émotions-là qui sont vraiment... Donc, c'est plus nécessairement seulement la formation de policier qui est importante d'avoir les outils pour la formation gérer le côté psychologique. Tu sais, la formation est nécessaire parce que les lois se sont complexifiées. Plus ils sortent de jurisprudence, plus le travail des policiers doit être modifié. Tu sais, on n'est pas extérieur à ça, on suit l'évolution de la société également. Mais c'est sûr que les règles de preuve, la complexité, la nature des appels... le web a modifié la vie de tellement de gens. Aujourd'hui, la plupart des criminalités, moi, je me souviens quand j'ai commencé, des vols qualifiés, des vols armés dans les banques, c'était courant, des poursuites policières. Aujourd'hui, puis inévitablement, ça ne diminuera pas. Tout se transforme vers le web, tout se transforme de la fraude, l'escroquerie, les menaces. Tu sais, quand le web nous est apparu, il y a une quinzaine d'années ou vingtaine d'années dans mon travail, tu sais, les gens venaient me voir au début, puis ils disaient « Hey, monsieur l'agent, on m'a menacé de mort sur telle plateforme. » On les regardait, puis on disait « OK, menacé de mort, les lois n'étaient pas harmonisées, tu sais, il n'y avait pas eu de jurisprudence, il n'y avait pas eu de décision, les lois n'étaient pas modifiées. » Fait que, tu sais, aujourd'hui, heureusement, ce que tu fais dans le virtuel, inévitablement, ça va te poursuivre dans le réel. Fait que si tu menaces, si tu harcèles, si tu fais des gestes de connotation criminelle sur le web, bien, une chance que les lois se sont harmonisées. Puis aujourd'hui, on peut porter des accusations. Une partie de votre travail, en fait, la grande majorité, c'est au niveau de la vulgarisation, justement, puis de la prévention. Pourquoi est-ce que vous êtes concentré sur les aînés puis les réalités qu'elles font face? Bien, c'est ça. Une carrière, c'est long. Fait qu'inévitablement, moi, j'avais des facilités à m'exprimer. J'avais, comme je vous ai mentionné tout à l'heure en début de carrière, ma grande volonté, c'était d'aider les gens. Puis je me suis dit, dans le cadre de mon travail, où je peux être le plus efficace, où cette job-là va répondre le plus à mes valeurs personnelles. C'est vraiment dans l'aspect socio-communautaire, c'est vraiment dans l'aspect d'échanger, de se rapprocher de ces gens-là, puis de donner de l'information qui va faire en sorte que inévitablement, on va aider les gens. On va aider les gens. Puis, si je peux faire un parallèle avec toutes sortes de situations que j'ai à vivre dans mon travail, oui, la majorité du temps, dans le cadre de mon travail, parce que là, je suis policier socio-communautaire responsable du volet aîné. Puis pourquoi le volet aîné? C'est que notre organisation, comme je vous mentionnais précédemment, moi, j'ai fait partie des tables de concertation en violence conjugale, agression sexuelle, en itinérance, en santé mentale, au niveau des aînés, au niveau de la jeunesse, au niveau des partenaires des municipalités. Fait que toute la semaine, moi, je représente le service de police dans la collectivité, puis je rencontre une foule de gens.
Mais on se disait, nos aînés, ils ne donnent pas toujours l'amour ou la sensibilité qu'ils se doivent de recevoir. Puis, là, 3 ans, on a eu l'ajout d'une ressource supplémentaire dans notre département. Puis, on a fait un lac à l'épaule, on s'est assis, puis on a dit, c'est où au niveau de la société que cet ajout de ressources-là pourrait être le plus payant? Puis on en est venu à la conclusion que le volet aîné était un volet qu'on travaillait, mais pas assez. Oui, on est en jeunesse. Oui, on est en santé mentale. Fait qu'on a créé un poste de policier socio-communautaire responsable du volet aîné à temps plein. Puis c'est moi qui ai appliqué dessus parce que c'était joindre l'utile à l'agréable. Ben oui, exact. Puis Ouais. vous avez des capacités aussi pour vulgariser puis expliquer les choses. Puis là, de quoi les gens veulent savoir, pendant nos chroniques, en 30 secondes, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va aborder? Bien, j'ai plein de sujets pour vous, d'actualité, parce que moi, vous savez, je suis super terrain. Hein? À tous les jours, je charge sur le terrain, je donne des conférences. Je vais vous parler de maltraitance et toutes les formes de maltraitance qui existent, que ce soit financier, physique, psychologique, institutionnel. J'ai des exemples pour tout. Je vais vous parler de fraude. Fraude, sujet d'actualité omniprésent à travers puis tous les dossiers qu'on reçoit. Tous les fois qu'il se prend un dossier de fraude au niveau de la régie de police, des 17 villes qu'on dessert, moi, j'en ai une copie sur mon bureau, puis je peux suivre l'évolution de la fraude en temps réel. Je vais vous parler des nouvelles règles de conduite de la Société d'assurance automobile du Québec par rapport à les examens médicaux quand on vieillit, les nouvelles règles de circulation, le bien vivre dans des résidences. Ça va être extrêmement intéressant, Éric. Ben des sujets. On va en avoir beaucoup à discuter. On va essayer de vous avoir à l'automne, une fois par mois. Donc, Oui. ça commencerait en septembre. Effectivement. Je suis certain que ça va intéresser beaucoup de gens à la maison qui se posent des questions, soit sur votre travail ou justement quoi faire là, quand on est confronté à des situations. Oui, puis des fois, je pourrais amener toute la gang. On pourra aller sur des présentations au service de police, voir comment ça évolue avec les services sociaux, travailleurs sociaux. J'ai plein de sujets pour vous. On devrait s'amuser énormément. Éric Boulian, agent socio-communautaire, merci. On se retrouve bientôt. Merci, au plaisir. L'arrivée de l'été équivaut à l'ouverture de différents chantiers sur le territoire de la vallée du Richelieu. La ville de Saint-Basile-le-Grand ne fait pas exception et compte améliorer sa voirie, ses parcs et ses bâtiments. Avec l'aide de plus de 4 millions de dollars en subventions qui a ainsi réduit l'impact sur les finances municipales, le maire Yves Lessard soutient que ces travaux modernisateurs seront accomplis dans une vision durable en tenant compte des changements climatiques. Parmi les travaux, on retrouve ceux touchant au rang des vins. En plus d'améliorer la sécurité des usagers, on vise un réaménagement qui permettra une meilleure gestion des eaux de surface. En collaboration avec la Fondation du Mont-Saint-Bruno, on poursuit également tout au long de l'été le réaménagement de la halte du rang des vins. Malgré le mécontentement de certains élus qui voudraient voir cet argent investi ailleurs, le projet d'aménagement d'un centre culturel aux 200 rue principale a débuté en mai dernier. Dans le but de dynamiser la vie au centre-ville de Saint-Basile-le-Grand, ces travaux ont pour objectifs principaux de présenter des événements et aussi fournir un lieu de rassemblement à la population. Vous pouvez vous tenir au courant des travaux dans votre secteur en visitant le ville.blg.ca/travaux. Saint-Basile-le-Grand a été l'hôte de la 17e édition du défi Famille en forme le 25 mai dernier. C'était l'occasion pour des coureuses et coureurs de tous âges de mettre au défi leur endurance en participant à des courses de distances variées entre 1 et 10 km. L'événement fut possible grâce à de nombreux partenaires locaux comme Chabot, médiateur et avocat, le Centre dentaire de la Gare et les pharmaciennes propriétaires affiliées à Jean Coutu Saint-Basile. Les marchés Lambert IGA Saint-Basile étaient également de la partie et ont remis un montant de 1 000 $ à l'école Jacques Rochelot qui servait de lieu de rassemblement pour l'occasion. Parmi les plus de 600 coureuses et coureurs inscrits, près de 150 étaient des élèves des écoles primaires et maternelles de Saint-Basile-le-Grand. Ayant l'engagement communautaire à cœur, les marchés Lambert avaient décidé de remettre un prix de 1 000 $ en crédit alimentaire à l'école ayant obtenu le plus grand nombre d'inscriptions en ligne. Ils remettront le même prix lors de la prochaine édition de l'événement qui se tiendra le 17 août prochain, cette fois à Saint-Bruno de Montarville. Tous les détails sur défifamilleenforme.ca. Les villes de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire s'unissent de nouveau pour une nouvelle édition de l'événement D'une rive à l'autre, qui met en vedette la rivière reliant les deux villes. Le 17 août prochain, c'est à midi que le tout débute avec l'ouverture de la piscine en eau vive de Belleuil, où des défis seront lancés tout au long de la journée. Pour l'occasion, la location de kayak sera offerte gratuitement grâce au site du club de canotage OBC. À 15 h, place à la grande traversée qui représente l'événement culminant de cette journée.
où les participantes et participants inscrits vont tenter de traverser à la nage les eaux entre les villes de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire. À la suite du succès de l'an dernier, on a passé de 20 à 200 places qui sont disponibles pour la traversée, qui nécessitent une inscription à l'avance. Quant au tant attendu saut Hilaire-Montet, vous pourrez vous inscrire sur place. Le saut le plus festif de l'année se passera à la place du quai, toujours dans la journée du 17 août. Toujours à Mont-Saint-Hilaire, la Ville aura de l'aide pour poursuivre son engagement en faveur du développement durable. En effet, ce sont plusieurs actions prévues à son plan climat qui pourront aller de l'avant grâce à une subvention de plus de 3,6 millions de dollars du programme Accélérer la transition climatique locale, issu du Plan pour une économie verte 2030. L'aide financière obtenue a été possible également grâce à la collaboration de la MRC de la Vallée du Richelieu qui, selon la préfète Marilyn Nadeau, témoigne de l'importance de la collaboration entre les différents paliers de gouvernement pour faire face à la crise climatique. Dans les 10 projets structurants retenus grâce à cette subvention, la Ville de Mont-Saint-Hilaire va notamment amorcer la décarbonation de ses bâtiments municipaux tout en améliorant leur efficacité énergétique. Une cohorte citoyenne engagée envers la transition climatique sera aussi mise sur pied. Belleuil est baseball. La saison de l'Association du baseball mineur de Belleuil est déjà bien entamée et un événement majeur viendra pimenter les activités de la Ligue. La Ville sera l'hôte de la 6e édition du tournoi provincial des catégories récréatives 8, 9 et 14-15 ans. Du 9 au 13 juillet, les parcs Lone Worsley et Eulalie-du-Rocher de Belleuil recevront 29 équipes de partout au Québec, dont 4 en provenance de l'Association du baseball mineur de Belleuil. Avec de l'animation et une cantine pour servir la population, c'est près de 1500 personnes qui sont attendues à cet événement festif et familial. La cérémonie protocolaire d'ouverture aura lieu le vendredi 11 juillet au parc Lone Worsley 2 à 19h. Un ancien bénévole sera honoré et la soirée se conclura avec un affrontement entre les Braves de Belleuil aux Toros de Lobinière dans la catégorie 15 UA. On vous donne aussi rendez-vous au prestigieux concours de coups de circuit qui aura lieu dans la journée de samedi. C'était vos manchettes de la semaine au Régional. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous avez un intérêt pour les médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un épisode du Régional.